Donc bonjour à tous, bienvenue après cette petite pause de Mercure rétrograde pour renouer avec le fil de la danse, on pourrait dire, des étoiles et d'essayer comme toujours chaque semaine de tisser du sens sur ces différentes configurations planétaires, et de regarder ce que ça peut évoquer en nous. Donc on est sorti de la rétrogradation de Mercure, Mars est entré en rétrogradation, on vient de passer aussi le solstice d'hiver avec l'entrée du Soleil dans le signe du Capricorne. La particularité de ce solstice, c'est lorsque le Soleil est rentré en Capricorne, donc le 21 décembre, il est en carré aux axes karmiques, donc c'est un point encore plus symbolique, où la tradition du solstice est liée forcément au soleil, à la lumière ou à l'ombre et la lumière du soleil, plus ou moins de lumière. Et là, dans ce passage, le fait qu'il y ait ce carré au nœud, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un point de compréhension, d'un point de relâchement. On va changer aussi, à partir de l'année prochaine, cet axe de la queue et de la tête du dragon. Donc là, ce qu'on pourrait dire dans cette semaine, qui est une semaine de bilan astrologiquement, de par la date du calendrier grégorien, mais aussi ça s'aligne avec le temps céleste, c'est qu'il y a quelque chose peut-être dans l'axe nœud sud balance, nœud nord bélier, qui pouvait être aussi très relationnel. Peut-être qu'on sent une nouvelle maturité dans nos relations, une nouvelle posture, la sensation que quelque chose se relâche profondément. Le, on dit que le soleil, il est par rapport au nœud nord, au sud, donc c'est souvent un point, je n'ai pas le mot en français, vraiment de release, de quelque chose qui permet de sentir qu'il y a des énergies en nous, forcément liées au soleil. Donc le soleil, c'est la part d'esprit pour la tradition. Moi, j'aime beaucoup voir le soleil. Alors, c'est sûr que c'est notre identité, c'est notre personnalité, c'est l'appel du soi, mais je pense que c'est l'endroit où on cherche profondément à trouver une part de divinité dans notre humanité, contrairement peut-être à la Lune qui va s'occuper des affaires terrestres et de notre corps et de nos émotions et de nos mémoires. Dans le Soleil, dans l'accomplissement solaire, il y a quelque chose en nous, qui peut chercher un petit peu, comme Gilgamesh, une forme d'immortalité. Et pourquoi je vous parle de cette quête solaire? Parce que lorsqu'on a comme cette semaine Saturne en carré à Jupiter, Saturne qui nous ramène au temps, là où Jupiter voudrait être toujours dans une exploration infinie des possibles et de l'espace, je trouve qu'il y a quelque chose entre le temps qui passe, l'éternité, l'ordre, le chaos. Alors, c'est pas un chaos au sens uranien, on est plus sur une absence de limite qui est très présent. Et peut-être juste pour terminer, je voulais pas forcément faire cette vidéo sur la signification du signe du Capricorne. Il faut savoir que le Capricorne, c'est le domicile céleste de Saturne, hein. Et beaucoup de choses qu'on dit du Capricorne sont en fait basées sur le symbole profond de Saturne, contrairement à ce qu'on voit la plupart du temps où, malheureusement, je trouve qu'on tombe beaucoup dans une astrologie des signes, hein. Mais si vous prenez la tradition ancienne, ce sont quand même les planètes qui sont les étoiles errantes qui vont prendre des qualités par rapport aux signes, mais beaucoup des attributions, des adjectifs qualificatifs que l'on connaît actuellement des signes du zodiaque naissent en fait des planètes qui sont les régentes de ces signes, hein. Il y a tout un système de dignité, de dignification. Donc, lorsque le Soleil est en Capricorne, bah, c'est un moment, surtout pour l'hémisphère nord, où on a peu de lumière solaire, hein. Donc, on a toute la symbolique liée à Saturne. Alors, pour certains, il y a le spleen, et on verra d'autant plus que Saturne est en Poisson, le spleen. Bon, là, vous voyez peut-être la lumière qui rentre. C'est pas totalement vrai lorsqu'on habite entre les deux hémisphères, ce côté de la diminution de lumière, hein. Euh, mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins vibrant, rayonnant, qu'un soleil en lion, on va dire ça comme ça, hein. Le soleil en Capricorne, il y a quelque chose de plus retenu. La lumière est contenue, donc on pourrait peut-être, si on faisait
une sorte de poésie, hein, comme faisaient les anciens. Alors, je ne sais pas écrire en vers métrique comme il le faisait Manilius ou les poètes anciens de l'astrologie, hein, écrivaient dans une métrique très précise que je suis en train d'étudier. Peut-être un jour, j'arriverai à faire des textes comme ceci. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans quelque chose de plus ténu, hein, de plus effacé, de plus intérieur. Donc, on vient éclairer le soleil intérieur, justement, on pourrait dire ce deuxième soleil, ce symbole profond aussi qu'on retrouve à Saturne, qui était le maître de l'âge d'or, hein. Donc, un temps ancien, un temps éloigné où on n'avait pas besoin de lois extérieures parce que tout le monde suivait la loi qui était écrite dans le cosmos, on pourrait dire, et on était tous connectés à l'intérieur de nous depuis cette loi. Donc, cette semaine, on a un carré, hein, donc c'est le deuxième carré de Saturne en carré à Jupiter. Donc le premier, on l'a eu le 19 août 2024. Et le dernier, hein, donc c'est un petit peu comme toujours, quand il y a des aspects comme ça, il y a une sorte de triptyque de pièces en trois actes. Et là, le 24 décembre, on est un petit peu dans le climax de la pièce qui se dénouera seulement le 15 juin 2025, mais où Saturne sera déjà passé en bélier et Jupiter sera passé en cancer, hein. Mais souvent, on a tendance à dire que tant qu'il n'y a pas eu tous les points de contact, on a peut-être du mal encore à savoir quelle est vraiment la leçon de cet aspect. C'est un aspect majeur, hein, puisque le cycle de Saturne-Jupiter a commencé le 21 décembre 2020 dans le signe du Verseau. Ça a été un moment donné, ou en tout cas dans la sphère astrologique, qui a été marqué comme un point de commencement d'une nouvelle ère. Et là, lorsqu'on est en premier quartier, on a un petit peu la première crise, on pourrait dire, ou le premier point de tension, hein, un carré. Dans la tradition hellénistique, c'est un aspect qui est lié à Mars, donc il y a une friction, hein. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder en regardant le symbolisme de Saturne en Poisson, de Jupiter en Gémeaux, et puis surtout, hein, la planète qui fait le lien et qui est aussi présente dans cet aspect, c'est Mercure en Sagittaire, puisque Mercure fera son opposition à Jupiter et donc un carré à Saturne. Donc on a vraiment la croix mutable, qui est une croix liée à la connaissance, liée au changement, et je trouve que c'est intéressant parce que cette semaine qui nous approche de la fin de l'année correspond vraiment à une forme d'invitation très profonde au bilan face au temps qui passe et au possible à venir, alors tant sur le plan individuel que collectif, hein. Et on verra quand même qu'à la fin de cette semaine, on a aussi Vénus carré Uranus qui là vient nous dire un petit peu, vient nous réveiller plus dans le cœur, dans le sentiment, dans la liberté et peut-être moins dans ces dilemmes insolubles auxquels on peut faire face avec Saturne en Poisson et Jupiter en Gémeaux, hein. Donc, Saturne en Poisson, il est en Poisson depuis 2023. Il y a encore pour 2025, même si l'année 2025 est une année pivot en astrologie, puisque de nombreuses planètes, presque toutes les planètes changent de signe, hein, et vont passer dans des signes d'air ou de feu. Donc, on a vraiment quelque chose là qui va s'inverser, même si elles ne rentrent pour la plupart que définitivement en 2026, hein. Donc, on a cet entre-deux en 2025, hein. On y reviendra, j'y reviendrai aussi avec Sophia. J'essaye d'éviter un peu les effets d'annonce, soit qui peuvent créer du stress, soit qui peuvent amplifier certaines choses. Donc, construisons ensemble les cycles pas à pas, hein. Saturne en Poisson. Alors, il faut penser que Saturne, qui est la planète qui va refléter l'ordre, la structure, qui est le gardien du temps, qui est aussi le gardien de la faux céleste, hein. C'est celui qui vient faucher les cycles, hein. Donc on l'a associé surtout en astrologie moderne au grand seigneur du karma, hein, qui viendrait nous faire payer les conséquences des causes passées, qu'elles soient dans cette vie ou dans d'autres vies, hein, ou en tout cas dans ce cycle vraiment d'une temporalité très humaine, hein. Saturne a été pendant très longtemps la planète limite du système solaire, hein. Donc, il a une dimension, et on l'oublie souvent, d'entre-deux. C'est la fin de quelque chose pour ouvrir le début sur l'invisible, hein.
Donc il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous permet finalement il nous permet de contempler l'éternité dans le passage du temps, hein. C'est-à-dire que Saturne va nous ramener vraiment à des cycles très concrets, hein, un début, une fin, un climax, comme on regarde en astrologie, mais il s'enclenche dans une sorte de spirale qui nous ramène à quelque chose d'éternel, vous savez, à cet éternel recommencement, à cet éternel retour, hein, qui est une thématique qu'on retrouve dans de nombreux mythes, hein, l'éternel retour, hein. Et c'est vrai que Saturne en Poisson, notamment parce qu'il est en Poisson, c'est-à-dire qu'il est dans un signe qui nous parle beaucoup plus de l'invisible, de l'ineffable, du subtil. Donc il y a une combinaison pas évidente puisqu'on a l'ordre dans l'invisible. Euh, donc comment on trouve l'ordre dans l'invisible? Bah, je crois en méditant, en réfléchissant, en faisant silence justement sur les grandes lois cosmiques, hein. Et je pense que profondément, Saturne en Poisson, même si on l'a vu et je l'ai souvent dit, sur le plan du collectif, est venu dissoudre les règles de certains conflits, de l'aide humanitaire, enfin vraiment faire des choses complètement assourdissante, hein, où on a l'impression justement qu'il y a un chaos parce qu'il n'y a plus de règles. Alors, il y a deux manières de voir, on pourrait dire, ce chaos. Il y a l'absence de règles où les gens censés représenter l'autorité saturnienne, tout d'un coup, euh, bon, ça fait déjà peut-être longtemps, on pourrait dire, depuis Saturne-Pluton en 2020, hein, comme climax, soit en abuse, soit vraiment ne semble se référer à aucune autorité morale ou autorité spirituelle. Et du coup, souvent, hein, Saturne, c'est une planète qui va nous contracter, qui va nous limiter, qui va nous frustrer, qui va donner un grand spleen, hein. Je l'ai beaucoup vu en séance, hein, Saturne en Poisson. C'est un petit peu cette mélancolie, nostalgie du temps qui passe, de la vie, on ne sait pas trop où on va, mais on y va quand même. Donc, il va nous faire réfléchir sur les grandes interrogations. Où vais-je? Pourquoi? Qui suis-je? Quel est le sens à tout ça? Hein. Et c'est vrai que, justement, de par cette restriction et cette contraction, bah, Saturne en Poisson va nous demander de nous verticaliser. J'aime beaucoup cette image de Saturne parce que c'est l'image du squelette, hein. C'est l'image aussi, surtout avec un soleil actuellement en Capricorne, de se dire, bon, bah, je suis obligée d'aller en haut de la montagne, m'asseoir et peut-être d'attendre que le portail de la porte des dieux m'éclaire sur d'autres lois, puisque les lois de ce monde, je ne les comprends plus, hein. Il va nous demander de refléter, justement d'essayer de trouver un sens en nous reliant, et je pense qu'un des booms de l'astrologie, pour le meilleur et pour le pire, est aussi une de ces portes de vouloir lire du sens comme avant, hein, dans les étoiles, dans le cosmos, dans ces schémas organisateurs qui étaient au-dessus de nous, hein. Donc c'est vrai que Saturne en Poisson, qui là va être en carré, donc en tension avec un Jupiter en Gémeaux. Alors, autant un Saturne en Poisson, on pourrait dire, il y a cette sorte. Il y avait un mème qui était assez drôle, c'était Saturne en Verseau, vous aviez Gandalf, Saturne en Capricorne, vous aviez celui d'Harry Potter, je ne me rappelle pas, puis Saturne en Poisson, vous avez un poète un peu dépressif euh, avec ses, avec ses papiers, hein. C'est vrai que Saturne en Poisson, on a plus de mal à se référer à ces grands sages, à ces Merlins, hein. C'est un peu plus flou, c'est un peu plus dissipé, mais je trouve justement que ça nous demande de faire appel au poète en nous, hein, pour appréhender certaines représentations du monde ou certaines lois, pour faire silence, hein. Donc ça va être intéressant. Le 24 décembre, il y a Saturne en Poisson qui nous amène au grand silence. Alors peut-être que beaucoup dans l'hémisphère nord, en plus, il fait froid, donc il y a le silence de ces nuits d'hiver, vous savez. Et on a Jupiter en Gémeaux. Alors Jupiter en Gémeaux, on est sur un autre registre. Alors même s'il est rétrograde,
Jupiter en Gémeaux, moi, ça me fait penser à l'éternel adolescent, au puer aeternus, qui se dit quelles sont les prochaines aventures, j'ai envie de vivre et de comprendre le monde, tout est possible, l'envie de relier les gens entre eux. Hein. Donc il y a quelque chose quand même de l'éternel optimisme qui viendrait un peu de vouloir envie de papillonner, qui aurait encore une curiosité, qui serait pas du tout blasé par la vie. Hein. Donc vous avez un peu le dialogue de ces deux figures. Donc comme toujours, et c'est la magie de l'astrologie, est-ce que ces figures vont s'asseoir en tension à la table de Noël ou est-ce que c'est à l'intérieur de nous que ces personnages vont jouer, hein. Et donc le personnage de Saturne est dans ce que disaient les anciens, cette étoile de Némésis qui nous met face au destin qui passe, au temps qui passe. Est-ce que cette année j'ai raté le coche ou au contraire, est-ce que j'ai accompli ce que je sentais que je devais accomplir? Puis vous avez un côté en tension, Jupiter en Gémeaux, qui lui n'a pas du tout envie forcément, alors Jupiter hein, représente aussi quand même, c'est le fils de Saturne. Hein. Il a quand même relégué, il a permis de changer de dynastie. Hein, et on pourrait dire aussi qu'on est basé dans une société très jupitérienne. Euh, Contrairement des fois à ce qu'on dit, hein, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une société qui n'aime pas Saturne, puisque Jupiter, ça va être l'abondance, de vouloir consommer, de vouloir accumuler, là pour le coup, en Gémeaux, de la connaissance, de vouloir rencontrer, vous savez, sans fin, des personnes en ligne, voilà, de vouloir accumuler quelque chose, hein, une soif d'expansion, une soif de connaissance, mais qui n'a pas du tout la même rigueur hein, que Saturne. Bah, vous imaginez que lorsque les deux sont en carré, on doit faire dialoguer ces deux forces en nous, donc arriver à harmoniser le besoin de structure, de discipline, de practicalité, de dépouillement, avec la foi de Jupiter, hein, qui reste quand même l'allié de notre Soleil, hein, c'est-à-dire que si on est dans une vie trop saturnienne, tout d'un coup, tout devient gris, tout est... tout, tout est, comment on pourrait dire, vous savez, vécu depuis quelque chose où, voilà, on se discipline, on est structuré, on fait toutes les choses bien, mais il n'y a pas la fougue hein, ou la foudre de Jupiter en Gémeaux qui là viendrait nous mettre des nouveaux défis, des nouvelles envies de rencontres, de connaissances, d'approfondir. Donc, sur un point de vue plus pratique, Saturne en carré à Jupiter, c'est tout simplement respecter Saturne, on pourrait dire, construire un Saturne en nous. Moi, j'ai toujours cette image du tronc, hein, du tronc d'arbre, de devenir ce tronc pour ensuite pouvoir explorer toutes les connaissances, toute cette soif d'apprendre sans se perdre. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le lendemain Mercure en Sagittaire opposé à Jupiter en Gémeaux. Donc, vous avez ce qu'on appelle une réciprocité mutuelle. Pourquoi? Parce que Jupiter en Gémeaux est régi par Mercure et Mercure en Sagittaire est régi par Jupiter. Donc, c'est comme si chacun se fait coucou et sont là chez l'autre. Donc, c'est un aspect favorable pour nos nouveaux projets, nos nouvelles idées. Hein. Donc, vous voyez, c'est l'actualité astrologique. Il y avait le 19 août, juste avant la rentrée. Puis là, on a un petit rappel de la rentrée à la fin de l'année, hein, mais qui vont nous demander le fait qu'il y ait Saturne qui est présent, puis on a un rappel de Saturne en carré à Mercure vendredi, euh, ça nous demande de nous, comment on pourrait dire, de nous élancer vers le nouveau, de nous élancer vers l'inconnu, avec cet éternel optimisme de celui qui sait qu'il ne sait pas, on pourrait dire, de, vous savez, de cette curiosité du Gémeaux, mais sans pour autant faire fi, on pourrait dire, de la maturité de Saturne. C'est vraiment comment je peux aborder la nouveauté avec la maturité, comment là où peut-être des endroits de ma vie, je suis trop rigide, trop saturnien, trop limité, trop réglé. Jupiter en Gémeaux me demande d'assouplir mes règles, d'assouplir mes pensées, d'assouplir mes pratiques, d'assouplir mes disciplines. Donc on est un peu en accordéon hein, entre expansion, restriction, discipline, ordre, euh,
humilité aussi et arrogance, hein. Il y a quelque chose aussi dans l'énergie d'un Jupiter en Gémeaux qui peut être l'arrogance des mots, l'arrogance verbale, l'arrogance de la connaissance, de vouloir accumuler. Saturne en Poisson vient quand même nous rappeler que l'humilité des mystères, l'humilité de ne pas savoir, l'humilité qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, hein. Euh, donc on est un petit peu dans cette danse qui peut-être ne se résoudra qu'à l'été prochain. En tout cas, c'est une danse qui nous invite à arriver à danser comme c'est un carré, c'est quand même plus souvent dans une tension entre ce besoin quand même de d'élaborer ou de découvrir des nouveaux espaces en nous et Saturne qui nous dit que tout demande un effort, que tout doit être cueilli en son temps et de ne pas précipiter les choses. Et pour finir la semaine, on a un aspect que j'aime beaucoup moi ces aspects, c'est Vénus en carré à Uranus. Donc Vénus en carré à Uranus, quand je préparais la vidéo, je me disais, bon, ils viennent nous rappeler que c'est bien beau tous ces questionnements très profonds, très métaphysiques, très existentiels, mais là, il y a une sorte de frénésie, surtout que Vénus est en Verseau, Uranus est en Taureau. Donc là, en outrepassant un petit peu, on pourrait dire qu'il y a une réciprocité mutuelle d'un point de vue moderne, hein. Euh, on oublie souvent que Vénus est fille d'Uranus, hein. Elle est née de la castration d'Uranos. Elle est aussi sœur des Furies, hein. Donc Vénus est à la fois le principe érotique en nous qui va nous donner envie de relier le ciel et la terre, de réconcilier les opposés en nous, d'aimer, mais elle peut aussi provoquer cette frénésie de nos désirs, ces coups de foudre, hein. On dit beaucoup que Vénus carré Uranus, c'est un aspect du coup de foudre. Alors là, c'est un carré, donc peut-être que c'est un coup de foudre avec quelque chose vraiment suite à vos interrogations de Saturne, Jupiter, de ce spleen un petit peu mélancolique. Là, on a quand même l'élan euh, de renouer avec un sentiment qui nous donnerait une liberté. Donc, c'est vraiment aller chercher les désirs qui nous font, comme on dit, qui ne nous privent pas de l'étoile, mais qui nous aident à renouer avec notre étoile et notre direction, hein. Et on pourrait dire que Vénus carré Uranus nous donne un petit coup de pouce pour oser tout simplement rompre avec nos limitations. Donc ça peut être nos limitations de Saturne qui nous dit c'est trop dur, faut trop d'efforts, faut cet investissement, hein. Là, vous avez quand même le petit coup d'éclat Uranus-Vénus qui pourrait être j'ai un coup de cœur, je pars à l'autre bout du monde, j'ai un coup de cœur, je me décide à étudier quelque chose, apprendre une technique artistique, m'inscrire à un cours de danse, hein, je vous dis n'importe quoi, mais parce qu'après ça c'est vraiment l'archétype est multivalent, donc comment il va s'exprimer en chacun de vous est quand même très particulier, hein. Et puis, on a aussi quelque chose que souvent, je réfléchis là-dessus et je me dis, alors, on a tendance à voir Vénus comme étant je pense qu'on associe Vénus à la balance et on voit cette Vénus de la balance qui a tellement besoin de plaire et qui a tellement besoin d'être en relation, hein. C'est vrai que Vénus se connaît au travers de ses relations. Il y a cette idée de miroir, hein, et qu'elle va chercher à voir sa valeur se refléter ou peut-être apprendre à définir ses valeurs dans les relations qu'elle fait, hein, ou voir à quel point ces relations sont des non-choix, hein. Mais si vous lisez bien quand même la mythologie de Vénus, Vénus, elle ne fait que ce qui lui plaît. Vénus, il y a un côté, j'ai autant d'amants que je le souhaite, je satisfais mes désirs, euh, je viens être amoureuse, que ce soit des jeunes comme Adonis, Arès, sous les yeux presque de mon mari. Donc il y a une liberté quand même dans son désir d'aimer, d'être et de valeur qui finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où ah, Vénus carré Uranus, Uranus, il veut tellement être libre et indépendant, et Vénus, elle a besoin d'amour. Je trouve qu'il y a quelque chose qui nous invite à repenser un petit peu, peut-être c'est ce qu'on va amener de plus en plus à questionner, surtout qu'on est sur la fin du transit d'Uranus en taureau qui est venu redéfinir profondément notre envie d'exprimer l'amour, la sexualité, nos relations, notre éros, notre rapport au corps,
hein. Là, il y a quelque chose où finalement, on pourrait être dans un apparent dilemme liberté-intimité. Alors, c'est vrai que Vénus, souvent, elle cherche la connexion, parce que Vénus est la gardienne du lien, hein. Mais en lien avec Uranus, elle recherche un lien qui lui permet d'être libre pour pouvoir exprimer profondément ses valeurs, hein. Donc, je trouve que c'est intéressant cet aspect en fin d'année, surtout qu'on a passé l'année avec toutes les éclipses, Balance Bélier, euh, quitter la balance, c'est-à-dire sortir des relations qui étaient basées soit sur des convenus sociaux, soit qui étaient sur des désirs, mais qui n'étaient pas vraiment dans notre désir, hein. Donc là, il y a un aspect qui nous invite à repenser aussi nos relations, nos interactions, nos valeurs. Alors, bien sûr, l'ombre de ces aspects, ça pourrait être un peu gonfler l'individualité et un peu un aspect très individualiste qui pourrait être si tu ne reflètes pas mes valeurs, voilà, vraiment un petit peu ce dilemme qu'on peut voir actuellement de vouloir à tout prix que les personnes reflètent nos valeurs ou soient exactement les bonnes personnes pour réussir certains de nos aspirations plus individuelles, on pourrait en oublier euh, le grand mystère relationnel, hein, le mystère de l'éros. Euh, Est-ce que vraiment il y a des flèches qui nous piquent et des fois elles nous piquent un petit peu sans autre raison que nous faire apprendre quelque chose par la déconvenue amoureuse ou la trahison amoureuse? Je ne sais pas, hein. C'est des sujets, comme vous l'aurez compris, qui me fascinent, hein. Et ça me permet d'ailleurs d'introduire que je pense que je vais consacrer une vidéo par mois plus spécialement sur, je pense qu'elles s'appelleront la poésie de l'Éros, et ça va être vraiment de regarder les différents aspects dans le moi et de traiter un sujet plus en profondeur sur l'expression relationnelle, amoureuse, érotique, créative, hein. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me mettre ce qui vous intéresserait, toujours par le biais des mythes de l'astrologie. Donc voilà pour cette semaine. Donc je suis contente de reprendre ces vidéos avec vous. Donc comme toujours, hein, je me laisse libre d'être inspirée ou non, hein. Je remercie les personnes qui se demandent si j'ai un problème, si je ne publie pas. Je pense que vous l'aurez compris. Souvent, c'est juste que je suis occupée plus à l'intérieur ou plus à autre chose et que je ne le sens pas forcément, hein, parce que c'est avant tout un partage, un plaisir, euh, un espace pour rassembler. Donc, pour les actualités, je peux encore prendre quelques places pour les premières ou les deuxièmes années de ma formation, donc, qui commence dès janvier, pour un an ensemble, avec beaucoup de partage, de live et plus aussi forcément de liens plus approfondis. Et aussi, j'avais créé il y a des années, je crois que depuis 2016, une séance que j'avais appelée Dessiner les étoiles en alignement avec 2025. Donc, je vous mets aussi le descriptif. J'aime bien, c'est un petit, même si les étoiles ne commencent pas en janvier 2025, mais c'est quelque chose d'assez complet avec différentes techniques de timing pour vous donner un aperçu un petit peu des différentes forces planétaires en présence, hein. Donc, comme toujours, on n'est pas dans... on lit le ciel pour se guider, hein. On n'est pas dans la détermination exacte de telle planète, voilà. Mais on est dans l'expression multivalente de chaque force planétaire et ce qu'elle peut amener dans votre année. Et bien souvent, on vient valider des choses qui étaient déjà ressenties. Donc, je vous souhaite à tous de belles fêtes et une belle semaine.